22 heures, c'est l'heure de votre journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue tout de suite. Voici les titres de cette édition. Le président de la République a reçu ce matin le Premier ministre somalien qui prend part aux travaux de la 7e édition du Forum des intellectuels somalis organisé par l'Institut Heritage. Et justement, la deuxième journée de la rencontre annuelle des intellectuels somalis se poursuit au Palais du Peuple. Dans l'actualité hors de nos frontières, des dizaines de Palestiniens ont été tués et blessés hier par une frappe aérienne israélienne qui a visé un certain nombre de bâtiments et de maisons dans la ville de Jabalia, au nord de la bande de Gaza. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Khadija Mohamed Dereye, la ministre somalienne de la Femme et des Droits humains, décédée ce mercredi à Djibouti où, au sein d'une délégation conduite par le Premier ministre de son pays, elle participait au 7e forum des intellectuels somaliens organisé par l'Institut Heritage. C'est dans l'effroi et la consternation que j'ai appris le décès survenu à Djibouti de feu Khadija Mohamed Dereye, la ministre somalienne de la Femme et des Droits humains, a déclaré le président Guelleh. Icône de la vie publique somalienne, elle compte un large répertoire de succès et de réussite, a estimé le chef de l'État, qui a loué son intelligence sociale, sa modestie hors pair et son engagement constant en faveur de l'intérêt général de son pays. Puisse Dieu Tout-Puissant l'accueillir dans son paradis éternel, a imploré le chef de l'État, exprimant ses condoléances attristées et l'assurance parfaite de sa compassion et solidarité à sa famille, à l'ensemble du peuple et du gouvernement de Somalie. Figure de proue du paysage politique somalien, la défunte laisse derrière elle une importante famille. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et c'est donc avec un cœur lourd que nous avons appris le départ de la regrettée Khadija Dereye, ministre de la Femme et des Droits de l'Homme de la République fédérale de la Somalie, survenue aujourd'hui à l'hôpital militaire de Djibouti. Elle était une ministre dévouée et une femme influente de la République fédérale de la Somalie. Elle est née le 2 avril 1964 à Mogadiscio, la capitale de la Somalie. Elle a fait ses études à l'université de La Follette de Mogadiscio. Elle laisse derrière elle plusieurs enfants. Sa carrière a débuté en 1981 lorsqu'elle est devenue enseignante au collège Hassan Degay de la ville de Jowhar, dans la région du Moyen-Chebel. Dans les années 90 à 2000, elle était dans les affaires et lors de la conférence de paix de la Somalie à Arta, elle devient membre du premier parlement de la 3e République de Somalie, établie dans la ville d'Arta, en République de Djibouti. Au cours des 23 dernières années, Feu Khadija Dereye a été membre de différents gouvernements de la République fédérale de Somalie. Il y a un an, le 31 janvier 2022, elle a été élue à Jowhar, Hirshabelle, et le 2 août, elle a été nommée ministre des Femmes et des Droits humains du gouvernement fédéral de Somalie. Feu Khadija Dereye s'est distinguée comme l'une des éminences parmi les membres du Parlement de Mogadiscio. Son parcours académique, marqué par l'obtention d'un diplôme de l'université Hope en 2014, reflétait son engagement passionné envers l'éducation et l'autonomisation des femmes. Elle fut un véritable pilier, connu pour son intégrité et son amour indéfectible pour son prochain. Son dévouement pour son service public a été mis en lumière par son mandat en tant que ministre des Femmes et des Droits de l'Homme. Khadija Dereye restera gravée dans nos mémoires comme une figure de proue infatigable et inspirante, ayant consacré sa vie à la défense passionnée des droits des femmes, de la jeunesse et des droits humains en général. Son impact exceptionnel en tant que membre du Parlement et ministre a laissé une empreinte durable sur la scène politique somalienne. En cette douloureuse circonstance, la nation entière exprime ses plus vives condoléances et sincère compassion à l'ensemble de la famille de la défunte en cette douloureuse épreuve. La volonté divine étant imparable, implorant le Tout-Puissant de l'accueillir en sa sainte miséricorde et dans son vaste paradis, et d'accorder patience et réconfort à sa famille qui a perdu une maman, et la nation sœur de la Somalie qui perd une figure de proue. La dépouille de la défunte sera ramenée à Mogadiscio demain. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui en fin de matinée au Palais de la République le Premier ministre somalien Hamza Abdi Barre en déplacement à Djibouti, où il prend notamment part aux travaux de la 7e édition du Forum des intellectuels somalis organisé
par l'Institut Heritage, établissement non gouvernemental dévolu à l'enregistrement, l'analyse et la mise à disposition de solutions placées sous le signe de la recherche universitaire et de l'expertise pour venir à bout des principaux défis à l'ordre du jour des communautés somaliennes de la région. L'audience entre le président Guelleh et le Premier ministre somalien a servi d'emblée de cadre à l'appréciation des relations privilégiées entre les deux pays et les deux peuples aux liens anciens forgés par l'histoire, la proximité géographique et le partage de valeurs supérieures dans la culture et la langue. Les discussions ont ensuite été étendues à la nature précise de l'appui multiforme que la République de Djibouti est en mesure d'apporter à la nation sœur somalienne dans sa quête de plus en plus affichée à renouer avec le statut fort louable qu'elle avait autrefois sur la scène internationale. La deuxième journée donc, de la rencontre annuelle des intellectuels Somali Heritage se poursuit au Palais du Peuple, marquée par des discussions riches et variées au sujet de l'avenir de la Corne de l'Afrique. Eh bien, ces débats ont mis en lumière une dynamique fragile, nécessitant une réflexion approfondie sur des thématiques contemporaines d'une importance cruciale. Les panélistes, composés de législateurs, universitaires, hommes d'affaires, faiseurs d'opinion et membres de la société civile venant de tous les pays de la Corne de l'Afrique, habités par des Somaliens, ainsi que de la diaspora, ont engagé des échanges passionnants au cours de cette deuxième journée. Les discussions ont couvert un large éventail de sujets transversaux, mettant en avant des perspectives diverses sur les enjeux complexes qui façonnent la région. Au cœur des débats, la fragilité persistante de la Corne de l'Afrique a été soulignée. Malgré les défis imposés, les participants ont eu l'occasion de confronter leurs points de vue et visions sur des questions majeures, cherchant des solutions collaboratives pour surmonter les obstacles et contribuer au développement durable de la région. Cette rencontre, qui touche à sa fin demain, a pour mission de faciliter les échanges des vues solide et franc, favorisant la compréhension mutuelle et la coopération entre les acteurs clés de la Corne de l'Afrique. L'Institut a délibérément invité des représentants des différents secteurs, soulignant ainsi la nécessité d'une approche holistique pour aborder les défis complexes auxquels la région est confrontée. Je vous emmène en Éthiopie à présent, où le président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed El État, est en visite officielle en République fédérale et démocratique d'Éthiopie. Sur invitation de son homologue éthiopien, le président de l'Assemblée nationale a effectué une visite de travail de 4 jours en République fédérale et démocratique d'Éthiopie. À l'aéroport international d'Addis Abeba, le président de l'État, Mohamed El État, et sa délégation ont été accueillis par le président de l'Assemblée d'Éthiopie, Tadesse Chafo, le président du groupe d'amitié Djibouti-Éthiopie, des parlementaires et l'ambassadeur de la République de Djibouti en Éthiopie, Abdi Mohamed Haïbé. Il s'agissait donc de la seconde visite officielle du président du Parlement djiboutien depuis sa prise de fonction à la tête de l'hémicycle national. Pour ce déplacement, le président de l'Assemblée nationale a pris la tête d'une forte délégation des parlementaires composés, entre autres, du président du groupe d'amitié Djibouti-Éthiopie, Omar Aden Saïd, et des parlementaires donc, Acha Mohamed Abdallah, Ali Abdi Farah, Sahel Ali Amarkak et Idriss Ahmed Khaled. Dès lors, dans le salon d'honneur de l'aéroport international d'Addis Abeba, le président de l'Assemblée nationale et son homologue éthiopien ont convenu que le renforcement de la coopération entre les deux pays et la consolidation des liens entre les deux peuples frères seront au centre des discussions qu'ils auront durant les 3 jours d'activité. Retour à Djibouti, la représentante permanente de l'OIF auprès de l'Union africaine, Madame Nefertiti Tshibanda, accompagnée de hauts cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture, a procédé à une visite d'un des 5 lacs de Djibouti. C'est donc le CDC de Quartier 7 qui a donc accueilli la délégation. Eh bien, la représentante de l'OIF en Afrique a visité tous les ateliers du CLAC et l'ensemble des activités offertes par ce CDC, constatons de visu la réussite du projet phare de son institution à Djibouti. Les CLAC sont des centres de lecture et d'animation culturelle initiés par l'OIF. Pour rappel, Djibouti a bénéficié d'un réseau de 5 CLAC dans les centres de développement communautaire de la capitale et des régions de l'intérieur, à Lissabi notamment et à Obok. Bien intégrés dans leur milieu, ces centres sont principalement fréquentés par des jeunes qui ont accès à un large éventail d'activités sociales et culturelles. Madame Nefertiti Tshibanda et les équipes du ministère de la Jeunesse et de la Culture se sont ensuite rendues au nouveau CDC de l'Ayablé,
qui sera bientôt donc inaugurée. Toujours accueillie par la population de ce quartier, la représentante a visité l'enceinte qui constitue le futur centre de lecture et d'animation culturelle de la commune de Balbala. Pour visiter le centre de lecture et d'animation culturelle, communément appelé CLAC, qui est implanté au sein du CDC dans le quartier 7 de Djibouti. C'est avec beaucoup de plaisir et de joie d'être venu pour communier avec les jeunes qui sont venus, qui fréquentent le CLAC, qui sont venus passer un moment de lecture et d'apprentissage. Nous sommes très heureux de voir que le CLAC ressemble au CLAC d'il y a quelques années, le jour de l'inauguration. On est heureux au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie que les jeunes viennent en nombre, en grand nombre, pour venir emprunter, participer aux animations culturelles et en faire un usage tel qu'il a été prévu dans la vision de l'organisation. Et nous restons toujours très mobilisés pour continuer à accompagner le ministère de la Culture, pour continuer à faire vivre la lecture publique au sein des différents quartiers et pour pouvoir continuer à encourager les jeunes à lire et encore à lire les ouvrages, puisque c'est ça qui va les aider, qui va véritablement les aider à se projeter non seulement dans leur avenir, mais à cultiver leur créativité et à être des citoyens non seulement responsables, mais des citoyens aussi qui sont formés pour participer au développement de leur pays. Dans le reste de l'actualité, le ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, en collaboration avec le ministère délégué chargé de la décentralisation et le ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, a organisé ce matin la cérémonie de clôture du programme de renforcement des capacités au profit des élus locaux et des membres du personnel des communes de Balbala et de Blaaous au complexe Al-Rahma. Cette cérémonie a vu la participation du directeur général de l'Arulos, Abdelrahman Ali Ahmed, du directeur général de l'INAP, Shalmake Idriss, des présidents des communes des Balbala et de Blaaous, respectivement Mohamed Hassan et Abdelkader Iman, ainsi que l'ensemble des élus et cadres des communes. Ainsi, ce programme des formations dispensées par l'INAP au profit des élus et les cadres des communes de Balbala et de Blaaous avec l'appui de l'agence Arulos et qui a débuté le 1er octobre dernier suite à la signature d'une convention tripartite Arulos, INAP et les communes pour une durée d'un mois en raison de 2 semaines pour chacune des communes a réuni au total 129 élus et cadres des 2 communes. Ces programmes de formation de l'INAP ont permis de renforcer les capacités techniques des bénéficiaires en matière de gestion de processus et de la décentralisation et la gestion des infrastructures communautaires pour aider l'ensemble des acteurs à mieux comprendre leur rôle et prérogatives afin d'appuyer la stratégie de mise en œuvre du projet intégré de résorption des bidonvilles, du programme Zéro Bidonville. Et enfin, la cérémonie s'est clôturée par la remise des certificats de fin de formation aux bénéficiaires des 2 communes. Le directeur général de l'Arulos a salué en premier lieu l'engagement de l'INAP qui a bien voulu accepter d'accompagner Arulos dans la formation des élus avec la mise en place notamment des programmes de formation adaptés pour les agents et élus des communes de Balbala et de Blaaous. Nous l'écoutons. Je tenais d'abord, en mon nom personnel et au nom d'abord de Madame la ministre de la Ville et de l'Urbanisme et de l'Habitat, Madame Amina Abdi Aden, et en mon nom personnel, féliciter en premier lieu d'abord les 2 présidents qui ont su démontrer les capacités dont ils avaient besoin, notamment les formations, qui ont été un point essentiel pour pouvoir vous donner les outils, je dirais, de la décentralisation afin de nous accompagner dans les meilleures conditions dans le cadre de la mise en œuvre du programme Zéro Bidonville. Je tenais également à remercier l'INAP qui a accepté de dispenser cette formation. Il était inutile de recruter une agence internationale alors que nous avons l'INAP, une institution publique qui est en charge de toutes les formations et nous avons signé une convention de partenariat pour pouvoir vous donner les formations nécessaires et utiles. Et enfin, je ne manquerai pas de remercier en dernier lieu les participants et les participantes qui ont, tout au long de cette période d'1 mois, su être présents durant cette formation, acquérir les connaissances
et nous espérons sincèrement qu'ils pourront nous accompagner, ils ou elles pourront nous accompagner dans le cadre de la mise en œuvre du programme Zohr Boudanville que l'agence est en train de piloter, notamment à Balbala Ancien, Nqarawil qu'on va bientôt attaquer et Pompage et d'autres quartiers de Balbala, ainsi que dans la commune de Boulaos, notamment à Djagaboldo. Et j'espère qu'ils vont nous accompagner, que maintenant ils ont les outils et de nous faciliter l'échange entre la population, avec la population, parce que ces projets que nous sommes en train de mener et que nous sommes en train de mettre en œuvre, c'est des projets d'infrastructure pour la population et par la population. À la une également, la sous-préfecture du 1er arrondissement de la capitale a organisé ce matin une réunion de campagne d'information et de sensibilisation sur les mesures préventives, l'insalubrité plastique et l'insécurité des différents quartiers de circonscription du 1er arrondissement de la ville. Cette réunion a vu la participation du sous-préfet du 1er arrondissement, Abdi Hassan, la sous-lieutenant de l'arrondissement, représentant de services de la voirie de Djibouti, les élus locaux, les directeurs des CDC et les différents présidents des conseils de quartier. Objectif, féliciter l'ensemble des habitants de la ville de Djibouti pour leur participation à la campagne d'information et de sensibilisation de lutte contre l'insalubrité plastique et l'insécurité, mais aussi tout en mettant en avant l'importance de renforcer les actions de lutte contre les drogues. L'insécurité et l'insalubrité dans les différents quartiers du 1er arrondissement dont nous coiffons. Donc, nous avons invité la population de ces quartiers, le directeur d'école et les responsables des CDC. Donc, nous avons discuté la manière dont on pourrait lutter tous ces thèmes, c'est-à-dire l'insécurité et l'insalubrité. Et en plus, on a parlé de la délinquance des quartiers et nous avons mis un point sur ça. Le sous-préfet du 1er arrondissement, M. Abdi Hassan, a rappelé pour sa part que la salubrité publique est l'affaire de tous et que le nettoyage des grands axes et des rues de la ville doivent être quotidiens et que cette campagne doit continuer en permanence dans chaque quartier. On l'écoute. On réunit ici la population des quartiers de la circonscription du 1er arrondissement pour mieux discuter comment nous devons lutter contre l'insécurité et l'insalubrité publique. Comme vous le savez, ces derniers temps, nous avons pu constater que la citoyenneté, l'incivisme a gagné du terrain. Des gens déversent des déchets ménagères, des déchets solides sur la voie publique sans tenir compte des problèmes d'hygiène que cela pourrait engendrer. Nous avons discuté profondément avec la population. Ils nous ont livré leurs inquiétudes, la manière dont on pourrait lutter efficacement. Nous avons discuté les voies et les moyens pour lutter efficacement contre l'insalubrité et surtout l'insécurité. C'est pour cette raison que nous avons également invité les directeurs des CDC pour tenir des réunions sectorielles au sein des CDC. Les femmes des quartiers qui jouent un rôle prépondérant pour la lutte contre l'insalubrité étaient vraiment nécessaires. Concernant la place Harbi, que des gens arrivent tard la nuit pour déverser des déchets de toutes sortes, nous avons décidé d'installer des caméras de surveillance qui seront suivies à partir de la police, des bureaux du chef de la police du 1er arrondissement pour suivre les mouvements des personnes qui déversent les déchets en plein centre-ville. Cela ne sera plus toléré. Toute personne surprise à ce genre de pratiques sera sévèrement sanctionnée. Et dans le même siège, autre réunion de concertation, ce qui s'est tenu aujourd'hui, cette fois-ci, c'est la sous-préfecture du 2e arrondissement, présidée par le sous-préfet de l'arrondissement 2. L'objectif de cette réunion était axé sur la mise en place d'une stratégie efficace pour gérer l'insalubrité en assurant le dépôt des déchets aux heures réglementaires de passage des camions de voirie, ainsi que sur la sensibilisation et la lutte contre l'insalubrité plastique et l'insécurité. La réunion a rassemblé divers participants, dont le représentant du service de la voirie de Djibouti, les élus locaux, les directeurs des CDC, les chefs des conseils de quartier, ainsi que la police et la gendarmerie nationale.
Le sous-préfet du 2e arrondissement, M. Haïba Hared Guedid, a quant à lui souligné l'importance de la responsabilité collective dans la salubrité publique, appelant à un nettoyage quotidien des grands axes et des rues de la ville avec une campagne permanente dans chaque quartier. On l'écoute. C'est avec un grand plaisir pour vous rencontrer aujourd'hui l'ensemble des acteurs sociaux de la circonscription du 2e arrondissement. Envie de discuter, évaluer conjointement la situation sociale de nos quartiers au vu du dernier développement. En effet, comme vous le savez, nos quartiers doivent être des espaces de vie qui puissent offrir à nos concitoyens des garanties de sécurité, de santé, d'éducation, etc. Bref, d'épanouissement collectif. À cet effet, nous devons être très vigilants et collaborer ensemble pour combattre de manière efficace et efficiente les problèmes qui peuvent survenir. Dans la continuité des opérations de contrôle des prix des denrées alimentaires de première nécessité au niveau de la commune de Belbela, notamment les quartiers Cheikh Moussa Hayabley, les inspecteurs du ministère du Commerce et du Tourisme ont effectué des opérations de contrôle des prix et de la qualité des produits. L'objectif principal de ces opérations consiste à s'assurer d'une part du respect des prix fixés par le ministère du Commerce et d'autre part de la qualité des produits alimentaires commercialisés. Lors de cette opération, les inspecteurs ont sillonné tous les points de vente et à l'issue de ces inspections, les contrôleurs ont constaté des hausses de prix non justifiées au niveau de certains lieux de commerce. Les produits alimentaires ayant fait l'objet des spéculations sont le sucre, la farine, le lait en poudre, l'huile alimentaire. Eh bien, en marge de ces inspections, les responsables du ministère du Commerce ont lancé un appel et des mises en garde à tous les opérateurs économiques de Djibouti pour se conformer aux prix fixés par l'État. À 2 jours du premier festival culturel de Tadjoura, l'événement tant attendu des habitants de la ville blanche, les préparatifs s'intensifient. Aujourd'hui, c'était au tour du ministère de la Santé de se mobiliser donc à toute éventualité et de préparer les moyens médicaux, à savoir donc les ambulances. Ce matin, les autorités administratives et coutumières, avec à sa tête le préfet de la ville, accompagné du médecin-chef de la région de Tadjoura, ont procédé à une visite des différents moyens que le centre médical hospitalier de Tadjoura dispose. Le préfet de la ville de Tadjoura a salué l'enthousiasme général suscité par cet événement culturel. Écoutez le médecin-chef du CMH de Tadjoura. De Tadjoura, la première édition, nous, l'hôpital de Tadjoura, on est mobilisé pour faire. Et nous restons au nord du pays, à Obok, cette fois où l'association Ubuki a organisé la cérémonie de clôture du projet formalisation et accompagnement des filles et femmes vulnérables à l'autonomisation économique et sociale, au cours de laquelle il a été procédé à la remise des bâtons, des récépissés et des smartphones pour les bénéficiaires essentiellement composés des femmes et des jeunes filles exerçant des petits commerces informels pour les unes et membres de la coopérative des femmes productrices de la vannerie et de la coopérative des revendeuses de poissons à Obok pour les autres. L'objectif visé par ce projet est de contribuer à la formalisation et l'autonomisation économique des femmes et des jeunes filles vulnérables. Ce projet a également pour objectif de les former à l'utilisation de la nouvelle technologie numérique. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de la représentante permanente de l'Organisation internationale de la francophonie auprès de l'Union africaine, du représentant de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique et pour la République de Djibouti, du préfet de la région d'Obok, du vice-président du conseil régional, des leaders traditionnels et religieux, des responsables des services déconcentrés de l'État, spécifiquement du MAS, du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, et du ministère de la Femme et de la Famille, des représentantes de la société civile et des femmes bénéficiaires du projet. C'est avec un grand plaisir et une joie immense que j'ai l'honneur d'être parmi vous pour présider la cérémonie de remise des patentes, des récépissés et des smartphones pour les bénéficiaires essentiellement composés des femmes et des jeunes filles résultant des activités de sensibilisation, de formation cible je menée sur le terrain dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé
formalisation et accompagnement des femmes et jeunes filles vulnérables dans l'autonomisation économique et sociale. Financé à l'auteur de 53 000 €, soit environ 10 millions de francs par l'Organisation internationale de la francophonie, et c'est dans le cadre du programme de la francophonie avec elle. L'objectif visé par ces projets est de contribuer à la formalisation et l'autonomisation économique des femmes et des jeunes filles vulnérables. Écoutons un extrait de l'intervention de la représentante permanente de l'Organisation internationale de la francophonie auprès de l'Union africaine. En effet, à l'issue de ces 10 mois de mise en œuvre du projet Formalisation et accompagnement des filles et des femmes vulnérables à l'autonomisation économique et sociale, j'aurai le plaisir de me joindre tout à l'heure à Monsieur le Préfet et aux autres autorités de la ville pour remettre à près de 30 femmes et 2 nouvelles coopératives respectivement des patentes pour les premières et des récépissés pour les secondes, marquant ainsi leur existence formelle et légale dans la République de Djibouti. Au-delà de la désormais reconnaissance des activités génératrices de revenus portées par les femmes qui seront mis à l'honneur tout à l'heure, ces documents administratifs, à savoir patentes et récépissés, leur ouvriront les portes et pourraient mieux les positionner pour accéder à des financements pour la prospérité de leurs activités, mais aussi faciliteront leurs accès à des services sociaux de base. Cependant, mesdames, avec ce nouveau statut, je vous invite également à plus de responsabilités. Des responsabilités vis-à-vis de l'État en ce qui concerne les redevances et la fiscalité, mais surtout une responsabilité morale envers vos sœurs, mères, filles, qui, comme vous hier, se retrouvent encore à exercer dans l'informel aujourd'hui. Je vous invite donc, mesdames, à prendre le relais de l'association Ubuki pour conduire également vos sœurs, mères et filles dans les circuits formels, pour qu'elles bénéficient à leur tour de ces avantages. C'est aussi cela le but du fonds La francophonie avec elle, à savoir la pérennité et l'effet multiplicateur. Voici à présent le mot du préfet de la ville de Bok, M. Moussa Adan Migane. Un immense plaisir aujourd'hui de venir clore cette formation, car c'est la première formation où je vois autant de femmes et de filles. Et pour ça, je vous dis merci. Je remercie à l'OIF et surtout à l'association Ubuki pour ce projet qui vous a enfin et finalement donné accès à la formalisation. Il faut comprendre que la formalisation, vous verrez dans le futur que la formalisation vous donnera accès à beaucoup de choses. Maintenant, vous pouvez émettre des factures et je peux les accepter enfin. J'ai toujours, Madame la représentante, j'ai toujours misé sur les femmes parce que chez nous, la difficulté de la vulnérabilité, de la pauvreté touche en premier lieu les femmes. Et c'est avec la femme que nous pouvons sortir de la pauvreté. Sans la femme, nous resterons toujours dans le même cas. J'ai toujours eu confiance aux femmes. Pendant 4 ans, j'ai travaillé avec les femmes d'Alissabié, Adé et Holhol. Et aujourd'hui, vous pouvez voir le résultat. Nous avons gagné le pari. Les femmes sont sorties de la pauvreté. Il faudra vous faire confiance d'abord à vous-même et après entre vous. Parce que quand une coopérative, c'est comme disait tout à l'heure la représentante, l'union fait la force. C'est vrai, la coopérative améliore beaucoup de choses. Mais il faut comprendre, il faut que ça vienne de nous, travailler ensemble et avoir confiance entre nous. Parce que ça ne fait pas partie de notre culture. Deuxièmement, je vois qu'on va vous équiper de smartphones. Il faut profiter de ça dans le numérique. C'est en restant même dans votre petite boutique, dans votre petite échoppe, que vous pouvez vendre en ligne. Et ça, c'est encore un pas. C'est un outil, le numérique.
Aujourd'hui, à Djibouti, à 90%, madame, on est des consommateurs. On ne sait pas encore utiliser vraiment le numérique pour rentabiliser notre marché. La préfecture et le conseil régional seront toujours à vos côtés. N'ayez aucune crainte. Je vous le disais en titre, des dizaines de Palestiniens ont été tués et blessés hier par une frappe aérienne israélienne qui a visé donc un certain nombre de bâtiments et de maisons dans la ville de Jabalia, au nord de la bande de Gaza. Depuis le début de la guerre israélienne dans la bande de Gaza, le 7 octobre, l'armée israélienne a intensifié ses bombardements aériens sur la ville de Jabalia et son camp, faisant des centaines de morts et de blessés. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.